Salut, cette vidéo fait suite aux deux premières parties de l'histoire d'Orange que j'ai déjà réalisées. Les deux premières vidéos ne sont pas essentielles pour comprendre celle-ci, mais c'est appréciable si on veut tout le contexte. Voilà, bonne vidéo. En 2008, Orange veut augmenter sa diversification et devenir un vrai distributeur de contenu. À partir de juillet 2008, France Télécom change de slogan et passe sur Plus loin ensemble. C'est un détail, mais ça marque bien l'époque. On est dans la continuité de Next. Transformation, simplification, diversification. Cette année-là, c'est surtout le moment où Orange met des moyens sur une stratégie très claire. Tu prends internet chez eux et ensuite ils te vendent tout ce qui passe dessus. Côté sport, Orange lance sa chaîne foot, Orange Foot, qui deviendra ensuite Orange Sport. La chaîne naît le 9 août 2008. L'idée est simple, récupérer des droits, proposer une offre et surtout rendre le truc attirant uniquement si tu es déjà client Orange. C'est exactement le genre de stratégie écosystème qu'on voit à cette époque. Et côté cinéma et séries, Orange lance son bouquet Orange Cinéma Série, OCS. Le lancement est daté 13 novembre 2008. Faut avouer un truc pour le coup, OCS c'était un peu chiant parce qu'ils avaient la diffusion de quelques bonnes séries en France, comme par exemple Tchernobyl, qui est une excellente série, allez la voir si vous l'avez pas déjà vue, ou Game of Thrones pour ceux qui regardaient à l'époque. Moi, en tant que navigateur des 7 mers, ça ne m'a jamais vraiment dérangé. Mais je sais qu'OCS pour beaucoup c'était un enfer. C'était surtout payé pour regarder Game of Thrones, parce que la plupart du catalogue était au mieux OSEF et au pire pas ouf. Donc, fin 2008, Orange a la télé via ADSL, le sport payant, le cinéma et les séries payants. Bref, Orange essaie de se rendre incontournable autrement que par la ligne téléphonique. Un petit détail en plus qui montre la logique des services, Orange lance aussi sa live radio, Orange Radio, en 2008, un service d'écoute de radio IP. Souvenez-vous, en 2007, Orange avait obtenu l'exclu sur l'iPhone, mais en 2008, ça commence à chauffer avec la concurrence. Septembre 2008, Bouygues Télécom saisit le Conseil de la concurrence, une plainte et une demande de mesures conservatoires sont déposées contre des pratiques liées à la commercialisation de l'iPhone en France, en visant le partenariat Apple-Orange. Le 19 décembre 2008, le Conseil de la concurrence communique et estime que l'iPhone ne peut pas être réservé aux abonnés Orange uniquement. Dans le cadre de ces mesures conservatoires, l'iPhone n'est donc désormais plus une exclusivité Orange, ce qui leur fait perdre un avantage sur le marché. Mais avant de continuer, cette vidéo est sponsorisée par UPDF. UPDF, c'est un éditeur de PDF avec des fonctions d'édition avancées, et surtout pas mal d'outils IA. Je vais vous montrer rapidement quelques fonctionnalités. Contrairement à un simple lecteur PDF, ici on peut directement modifier le texte, les images ou les liens à l'intérieur du document. On peut aussi annoter le texte et laisser des commentaires. C'est assez pratique pour travailler sur un document ou relire un PDF. Grâce à l'outil OCR, on peut même récupérer le texte d'un document scanné ou pris en photo, le modifier et le convertir par exemple en fichier Word. Et maintenant on touche un gros morceau de UPDF, c'est leur outil d'IA. Grâce à celui-ci on peut directement discuter avec les documents, par exemple pour avoir un résumé complet et traduit, ou avoir des explications de notions incluses dans le document. Il y a aussi des outils pratiques comme la compression de PDF, et comme on peut le voir avec le fichier à gauche qui est l'original, et le fichier à droite qui est le compressé, ça fonctionne. L'ajout de watermark, ou le traitement de plusieurs fichiers à la fois. UPDF fonctionne sur toutes les plateformes, et un compte est utilisable sur 4 appareils à la fois. C'est aussi une alternative intéressante à Acrobat, avec un prix environ 6 fois moins élevé, des mises à jour régulières, et un assistant IA basé sur ChatGPT et DeepSeek. Et pour fêter la sortie de UPDF 2.5, il y a actuellement une offre limitée, et le prix de UPDF Pro à vie, plus 1 an d'intelligence artificielle incluse, coûte moins de la moitié de Acrobat sur 1 an. Donc n'hésitez pas à en profiter. Vous pouvez retrouver tous les liens dans la description. À ce moment-là, en interne chez France Télécom, l'ambiance est minable, délétère. Non pas à cause des iPhones, mais depuis 2004 et le début du plan Next, les managers font tout pour pousser à la démission les employés en trop, pour atteindre le dégraissage salarial voulu du plan Next. Pour ce faire, ils n'hésitent pas à utiliser toutes les techniques les plus immorales et illégales possibles. Ils dégradaient exprès les conditions de travail pour que les employés partent d'eux-mêmes sans avoir à payer d'indemnité. Un vrai harcèlement institutionnalisé se met en place chez France Télécom. Et là, je vais juste vous lire ce qui a marqué sur Wikipédia parce que c'est lunaire. Destage apprenait à ses managers des schémas sur les courbes de deuil qui définissaient 6 étapes par lesquelles tout salarié qui se voit annoncer la suppression de son poste doit passer. L'annonce de la mutation, le refus de comprendre, la résistance, la décompression qui peut aller jusqu'à la dépression, la résignation et l'intégration du salarié. Harcèlement qui peut aussi se terminer très mal par des suicides. Mais je vous reparlerai de tout ça en 2010. Toujours en 2008, la dette de France Télécom arrive à un taux normal et correct de grosses entreprises. La crise de la dette est finie. Et sinon, en 2008, Orange est déjà dans le début concret de la fibre jusqu'à l'abonné, le FTTH. Mais on est encore loin du déploiement massif partout. En fait, Orange a commencé à poser de la fibre dans ses infrastructures dès le printemps 2007. Et en 2008, ça devient un vrai sujet. Parce que ça se fait dans leur génie civil, les infrastructures historiques du réseau téléphonique. Donc forcément,
forcément, ça pose la question, est-ce que les concurrents peuvent aussi y accéder ou pas? En février 2008, le Conseil de la concurrence explique justement que France Télécom a commencé ce déploiement fibre dans ses infrastructures tout en traînant sur les demandes d'accès des concurrents. Donc l'affaire continue au fond. Et côté régulation, l'ARCEP encadre aussi le truc. Après sa décision d'analyse de marché du 24 juillet 2008, France Télécom doit publier une première offre de référence d'accès à ses infrastructures de génie civil, parce que c'est un passage obligé pour déployer de la fibre. Résultat, fin 2008, la fibre existe déjà en déploiement à ses premiers raccordements dans certaines zones, mais c'est encore très nouveau. En fin 2008, la fibre n'était disponible que dans une quarantaine de communes pour info, et dans cette quarantaine, seulement une partie des villes ou même quartiers étaient raccordés à la fibre. Les débits étaient d'environ 100 mégabits par seconde en réception et jusqu'à 10 mégabits par seconde en émission, ou du 100 mégabits par seconde symétrique en payant plus. Des gens avaient un débit à 100 mégabits par seconde en 2008, tandis que moi, dans ma campagne, j'avais encore une ADSL à 7,5 kilobits par seconde en 2020. Ouais. Et Nordnet, toujours filiale de France Télécom, lance en 2008 leur première offre de réseau par satellite, l'une des premières sur le marché français. Et l'utilité, c'est d'avoir une meilleure connexion que l'ADSL là où il n'y a pas la fibre, ou bien là où il n'y a absolument rien en fait. C'est encore le cas de nos jours. En 2009, le 8 septembre pour être précis, Orange et T-Mobile UK annoncent leur rapprochement au Royaume-Uni. Ça va donner Everything Everywhere, EE. À ce moment-là, l'ensemble pèse environ 37% du marché et ça devient le numéro 1 mobile au Royaume-Uni. Entre 2005 et 2009, les effectifs fondent. On passe de 196 000 à 167 000 employés, montrant l'efficacité prédatrice du plan Next. Le 28 juillet 2009, l'autorité de la concurrence colle 27,6 millions d'euros d'amende à France Télécom pour des pratiques dans les DOM. En gros, ils utilisaient leur position d'ex-monopole pour prendre des avantages pas propres. Les pratiques relevées ont été des tarifs jugés excessifs, des ciblages des ex-clients partis chez un concurrent, grâce aux infos liées au réseau historique, pour les récupérer avec une offre dédiée, faire payer trop cher les accès à l'infra à la concurrence, et un truc avec les appels fixes que j'ai pas trop compris. Niveau e-commerce, France Télécom vend sa filiale France Télécom e-commerce, qui possédait entre autres les Goat Top Achat, qui avait un site qui ressemblait à ça à l'époque d'ailleurs, à rue du Commerce. Au 2 novembre 2009, Orange est numéro 1 en France, avec 45,38% des parts de marché. Et sinon, le 23 février 2009, le tribunal de commerce, après une plainte de SFR à propos du fait que les chaînes d'Orange, dont j'avais parlé plus tôt, comme Orange Foot, n'étaient disponibles que si l'on était abonné chez eux, décide que l'offre est bel et bien illégale. Cependant, le 14 mai de la même année, le jugement en appel considère que l'offre est bel et bien légale. C'est assez ironique quand on sait qu'SFR fera plus ou moins la même chose plus tard pour certaines chaînes du groupe Altice. Mais bon, 2010, c'est l'année où France Télécom assume de moins en moins le nom France Télécom en public, et où Orange devient vraiment la marque qui porte tout, encore plus. Ils commencent à communiquer en tant que groupe France Télécom Orange, et les agences France Télécom deviennent des boutiques Orange. Le 21 septembre 2010, France Télécom est au capital de Meditélécom, au Maroc, à hauteur de 40%. Meditel, à ce moment-là, c'est le deuxième opérateur mobile du pays, et il parle d'environ 10 millions de clients au moment de l'opération. L'accord prévoit une montée à 49% du capital d'ici 2015. Fin août 2010, Orange prend 11% dans Deezer, et derrière, ils poussent une option Deezer Premium pour leurs abonnés. Streaming payant, sans pub, qualité plus élevée, et à l'époque, ils mettent en avant un catalogue autour de 18 millions de titres. Fin 2010, Orange annonce des volumes mondiaux qui montrent bien la taille de l'entreprise. ADSL et haut débit fixe, 13,7 millions de clients dans le monde, dont 67% en France. Mobile, 150 millions de clients mobiles dans le monde, dont 17,9% en France. Et niveau thune, 2010 montre surtout un truc. La France reste le cœur du groupe. La France, c'est 23,308 milliards d'euros en 2010, soit 51% du chiffre d'affaires du groupe. L'Espagne, c'est 3,821 milliards d'euros en 2010. Et la Pologne, c'est 3,934 milliards d'euros en 2010. En 2010, Orange met 1,9% de son chiffre d'affaires dans la R&D, soit 845 millions d'euros quand même. Il rappelle aussi le côté groupe technologique. Réseau Orange Lab, c'est 7892 brevets au 31 décembre 2010, dont 327 déposés en 2010. Environ 3700 personnes en R&D et 200 nouveaux doctorants, post-doctorants employés par an. Et bon, j'ai dit que j'en parlerai en 2010, mais attendez une toute petite seconde. Avant de parler de choses macabres, n'hésitez pas à vous abonner, à liker et à booster la vidéo si vous êtes sur mobile. Et c'est évidemment quelque chose sur lequel on ne peut pas passer. La crise des
chez France Télécom. Pour replacer vite fait pour les moins concentrés, depuis la privatisation en 2004, France Télécom bascule sur une culture beaucoup plus axée vers la rentabilité. Et entre 2006 et 2008, le plan Next vise notamment à réduire les coûts, surtout salariaux, avec un objectif de moins 10% d'effectifs, soit environ 22 000 départs. Et comme l'entreprise ne peut pas virer massivement juste comme ça, on est en France quand même, puis ça aurait une incidence sur leur image et ça coûterait trop cher. La logique devient pousser au départ volontaire. Et ça, sur le terrain, ça se traduit par des réorganisations en boucle, des mobilités, des changements de poste et un management qui, dans pas mal d'équipes, est vécu comme violent. On est aussi dans une période où la réduction est très concrète. De 2005 à 2009, les effectifs passent de 196 000 à 167 000 employés. Donc oui, c'est une vraie saignée sur quelques années. Et dans cette mécanique, les mutations forcées sont pointées comme un facteur majeur. On te change les gens de poste, de service, parfois de métier, parfois de lieu, et tu le fais à un rythme qui casse complètement les repères. Et là-dessus, tu as des éléments très glacials qui ressortent publiquement. Déjà, cette phrase attribuée à Didier Lombard, alors à ce moment-là président de France Télécom, en réunion de cadre en octobre 2006. Je ferai les départs d'une façon ou d'une autre, par la fenêtre ou par la porte. Ça résume l'état d'esprit de l'époque. Ensuite, en 2009, la direction commande une enquête au cabinet Technologia. Il y a une grosse participation dans l'entreprise. Et la conclusion qui ressort, c'est un ressenti très dégradé, une santé physique et mentale fragilisée, et pour certaines catégories, une ambiance carrément tendue, voire violente. Technologia pointe une défaillance du management dans la vague de et un manque total de repères côté salarié. Et en 2010, on passe encore un cran. L'inspection du travail, après enquête, répond au syndicat Sud PTT que l'organisation du travail a été de nature à générer de la souffrance au travail et des risques pour la santé. Et surtout, elle transmet en 2010 un rapport circonstancié au parquet avec des notions comme mise en danger et morale. Donc là, on n'est plus sur juste un « ça va pas ». On est sur un dossier qui devient institutionnel et judiciaire. Pendant ce temps, la vague continue. En septembre 2010, le nombre de suicides depuis le lancement de Next en 2006 est donné à 58. Et toujours pareil, les mutations forcées reviennent comme explication centrale dans ce qui est analysé. La crise ne prendra cependant fin qu'en 2011, une année comptant encore 11 suicides du côté de l'entreprise, dont un plus marquant que tous, d'un père de famille s'étant suicidé en 6 mois par le feu, devant l'agence France Télécom où il travaillait. Bon, repartons sur une base un peu plus gaie, je suis bien obligé. Dans ce contexte général, il y a aussi un levier propre pour réduire les effectifs, les départs en fin de carrière. En 2009, un accord sur l'emploi des seniors crée le temps partiel senior, TPS, une sorte de pré-retraite progressive, une réduction du temps de travail et ça fait baisser plus vite les effectifs comptés en équivalent temps plein. Et en 2010, ça prend encore plus de sens parce que la moyenne d'âge est élevée, 48 ans, et la moitié des salariés français, de France Télécom pour être précis, doit partir à la retraite d'ici 2018. Sauf que le TPS ne convainc pas assez au début, donc l'accord est modifié le 4 juin 2010, puis avenant le 23 décembre 2010 pour le rendre plus attractif. Ainsi, le TPS commence à rencontrer une certaine adhésion auprès des plus de 54 ans à partir de 2011. Son succès va croissant, ce qui va commencer à causer certains problèmes d'organisation dans les services en 2014. Comme quoi, ça a bien fonctionné. Et pour finir sur une note plus sympa, dans la nuit du 31 décembre 2010 au 1er janvier 2011, il se serait échangé plus de 930 millions de SMS en France, tout opérateur confondu, ce qui est donc devenu le record du moment. Et chez Orange, il y a eu un problème où certains SMS et MMS ont été réémis et facturés plusieurs fois, avec Orange qui explique que ça vient d'un opérateur tiers. Et derrière ça pointe Bouygues, qui avait en effet eu un problème de réseau qui ne validait pas la réception du message à Orange, les clients ayant été remboursés par Orange. De quoi ne pas mal commencer l'année. Début 2011, Didier Lombard s'efface et Stéphane Richard devient PDG, avec une nomination annoncée fin février et effective au 1er mars 2011. On est clairement dans une phase où le groupe veut tourner la page du précédent cycle. En 2011, la 4G devient un sujet sur lequel baser les prochaines années. À ce moment-là, on est surtout sur les fréquences, donc les procédures ARCEP pour obtenir les licences. En juin, l'ARCEP lance un appel à candidature pour les fréquences 800 MHz et 2,6 GHz. Le 22 septembre, résultat pour la bande 2,6 GHz. Les licences vont aux 4 opérateurs candidats, dont Orange France évidemment. L'ARCEP rappelle au passage que la 4G vise des débits max au minimum 60 mégabits par seconde, sur le papier évidemment. Le 22 septembre, le résultat pour la bande passante 800 MHz, issue de la dividende numérique, et la licence est attribuée à Bouygues, Orange et SFR. Pour l'anecdote d'ailleurs, la bande 800 MHz avait été libérée par le plan de dividende numérique, qui était le plan visant à libérer un ensemble de fréquences à la suite de l'arrivée de la télévision numérique terrestre, puis de l'arrêt de la télévision analogique. La fin de la télévision analogique qui
utilisait, entre autres, la bande de 800 MHz, a été actée le 8 mars 2011, pour ce que j'ai pu trouver du moins, par l'arrêt de toutes les chaînes diffusant encore en analogique. Et légalement, les chaînes avaient jusqu'au 30 novembre 2011 pour cesser la diffusion. Donc le fait que la décision sur l'attribution de la bande de 800 MHz ait été faite en décembre est plutôt logique. En parallèle, Orange pousse aussi son réseau 3G à fond avant la 4G. Fin 2011, il communique sur la technologie HSPA+, ou H+, jusqu'à 42 mégabits en théorie, avec plus de 50% de la population couverte annoncée au 24 novembre 2011. Autrement, la même année, Orange commence aussi à se positionner sur un truc très état stratège, le cloud souverain. Orange participe dès 2011 au projet Andromède, avec l'idée de faire un cloud français propre, pour éviter de tout mettre chez les Américains. Sauf que le projet part déjà en vrille assez vite, gros désaccord entre les acteurs, et derrière, ça finit par être séparé en deux en 2012, en deux entités concurrentes. Cloudwatt, avec Orange et Thales, et Numergy, SFR et Bull. Et si vous vous demandez si ça a marché, bah demandez-vous juste si vous avez déjà entendu parler de ces trucs. Je ne dirais pas que c'est un échec. Je dirais que ça n'a pas marché. L'État y a mis de l'argent, mais ça n'a pas sorti un AWS français, malheureusement. Numergy finit absorbé côté SFR et disparaît dans leur réorganisation interne. Cloudwatt, quant à lui, finit récupéré puis fermé plus tard. Autre dossier 2011, et là on revient sur la stratégie contenu et plateforme, Dailymotion. Le 25 janvier 2011, Orange annonce qu'il rachète 49% de Dailymotion pour 58,8 millions d'euros, avec une option pour monter à 100% en 2013. Officiellement, c'est logique. Orange veut une offre vidéo multi-écran pour compléter l'écosystème, TV, VOD, contenu. Mais ce qui est intéressant, c'est le contexte. D'après la presse Echo, l'État a clairement poussé parce qu'il voulait pas voir Dailymotion partir chez un acteur US. À l'époque, il était question de Qualcomm. Et Orange se retrouve un peu appelé à la rescousse. Et le problème, c'est qu'au final, on a surtout eu un potentiel énorme qui s'est fait griller. Dailymotion aurait pu être un vrai champion français de la vidéo, mais ça n'a jamais décollé comme ça aurait pu. Orange ne voulant pas vraiment mettre de moyens dedans pour que ça fonctionne. Là où YouTube a eu l'argent illimité de Google. Toujours en 2011, Orange lance aussi un truc très important pour la suite, Sosh. En septembre 2011, Orange sort sa marque low cost, sans engagement, vendue uniquement en mode digital, pour répondre à un marché qui commence à bouger et à devenir beaucoup plus agressif sur les prix. En gros, Orange garde sa marque premium d'un côté, et de l'autre il crée Sosh, pour pas se faire arracher les clients qui veulent juste un forfait simple et moins cher. Côté chiffres, mi-2011, ça montre bien la taille du groupe sur ces marchés. En Espagne, au 30 juin 2011, Orange Espagne, c'est 12,2 millions de clients mobiles, dont 6,7 millions en haut débit mobile 3G, soit 20,1% du marché, et 1,2 million de clients ADSL. Et côté France, toujours au 30 juin 2011, Orange annonce 26,7 millions de clients mobiles, dont 15,2 millions de clients mobiles haut débit, et 23,1 millions de clients en téléphonie fixe. En septembre 2011, il y a aussi un détail qui est très révélateur. Les directions territoriales sont renommées Direction Orange. L'idée est simple, préparer les esprits, habituer tout le monde au fait que France Télécom disparaît du vocabulaire interne, et que la marque Orange devient l'identité globale. Pas juste une filiale mobile. Et vous savez ce qui n'a jamais changé de nom? Discord.villic.fr. C'est un serveur sympa où on parle d'informatique, où on déconne un peu. Enfin bref, c'est cool. Donc je vous y attends. Et évidemment, comme d'hab, il y a aussi le volet on se fait condamner parce qu'on a fait n'importe quoi. En 2011, le tribunal de commerce de Paris condamne France Télécom pour des pratiques anticoncurrentielles sur l'accès à internet. Et l'entreprise doit verser 10 millions d'euros à Numéricable. Et pour finir sur un autre dossier de 2011, mais à l'international, en mars 2011, des révélations de presse, OWNI, repris ailleurs, sortent sur un montage financier douteux en Tunisie, autour de l'acquisition d'une licence 3G, avec des soupçons de système de corruption liés à l'entourage de Ben Ali, président de la Tunisie à ce moment-là. Orange dément, mais l'affaire fait du bruit, parce que c'est typiquement le genre de truc qui te colle une image dégueulasse quand ça sort publiquement. Sur un ton plus neutre, en octobre 2011, France Télécom acquiert l'opérateur CCT, en République démocratique du Congo. Et, autre action importante fin 2011, France Télécom annonce la cession d'Orange Suisse à des fonds conseillés par Apex Partners, pour 1,6 milliard d'euros. En février 2012, l'abonnement de téléphonie fixe arrête d'être vendu sous la marque France Télécom et passe sous la marque Orange. Les sites France Télécom renvoient vers Orange, en boutique c'est Orange, en com c'est Orange. Par contre, sur le papier, la raison sociale, le RCS, etc., ça reste encore France Télécom SA. Et 2012, c'est aussi l'année où le marché mobile en France se fait éclater par un événement externe. Free Mobile débarque le 10 janvier 2012, avec des prix qui cassent tout. Les fameux forfaits simples à 19,99€ et 2€. Et forcément, derrière, tout le monde se met à bouger. Les pigeons, c'est vous et vous le savez maintenant. Y compris
délit Orange qui renforce sa politique low cost à côté. Sage donc, parce que tu peux pas laisser frites manger sans rien faire. Ensuite, en Pologne, Telekomunikacja Polska change d'identité dans la foulée et devient Orange Polska. La transition de marque est datée fin mars 2012. Ça colle pile avec la stratégie globale. Une seule marque partout. C'est plus vendable et plus lisible. Côté contenu, 2012 c'est un peu le moment où Orange arrête de croire qu'il va devenir un gros groupe média comme Canal. Typiquement, Orange Sport s'éteint en 2012. En gros, l'aventure lancée en 2008 se termine. Et fin 2012, dans la même logique tout renommé Orange, Studio 37 devient Orange Studio. À l'international, il commence aussi à faire le ménage. Orange Austria est cédé, vendu à Hutchison 3G. Là aussi, c'est cohérent avec ce qu'ils font depuis des années. Recentrage, vente d'actifs, simplification. Sur le fixe et internet, fin 2012, Orange annonce environ 9,9 millions de clients haut et très haut débit en France. Et dans ce total, il y a environ 176 000 abonnés FTTH, fibre jusqu'à l'abonné. Donc oui, la fibre ça existe, mais on est encore sur des petits volumes, même si les débits faisaient déjà envie. Et au milieu de tout ça, t'as 2012 qui ramène aussi deux gros dossiers pas très cool. Juillet 2012, Didier Lombard est mis en examen pour harcèlement moral avec d'autres cadres et dirigeants, dans le dossier lié à la crise sociale de France Télécom. On en a déjà parlé pour 2010, là on est sur l'étape judiciaire qui avance. Décembre 2012, l'autorité de la concurrence colle une énorme amende à Orange, et SFR aussi, sur les offres appel illimité uniquement dans le réseau. Le délire tribu en réseau hors réseau qui fausse la concurrence. Orange prend environ 117,4 ou 117,5 millions d'euros, et SFR environ 65,7 millions d'euros. Et sinon il y a aussi un truc très concret qui a marqué tout le monde à l'époque, la panne nationale Orange du 6 juillet 2012. Plus d'appels et SMS pour des millions de gens, et le retour complet se fait dans la nuit, jusqu'au petit matin pour certains services. Orange expliquera que ça vient d'une défaillance logicielle sur un équipement cœur de réseau, côté HLR, la brique qui gère l'identité inscription des abonnés sur le réseau. Ils fileront des compensations temporaires. Et là, moment symbolique. Le 30 juin 2012, Orange coupe le Minitel. C'est vraiment la fin d'une époque. Pendant des années, ça a été un service massif. Annuaire, messagerie, service en ligne, etc. Comme on en avait déjà parlé. Et c'est aussi un des trucs qui a rendu la France en avance sur les usages, mais qui a aussi participé à garder le pays plus longtemps sur une logique réseau fermé, au lieu de basculer vite sur internet. Aujourd'hui, on peut encore trouver des serveurs non officiels pour faire revivre un peu l'expérience Minitel, mais en vrai, c'est surtout pour le délire rétro bidouille. En usage utile, ça n'a plus grand sens. Et si vous voulez voir à quoi ça ressemble, j'avais fait une vidéo où je testais les serveurs Minitel en 2023. 2013, c'est l'année où le groupe arrête d'être France Télécom. Le changement de nom complet est voté à l'Assemblée Générale du 28 mai 2013, et ça devient effectif au 1er juillet 2013. À partir de là, il communique avec le logo Orange, le carré bien sobre, simple et efficace. Au 1er juillet 2013, ils structurent leur com autour de 3 familles vendues sous la marque Orange. Service de communication résidentielle, le fixe plus internet maison. Dans les pays où ils sont opérateurs historiques, ils gardent parfois des habitudes locales, mais en France c'est clairement Orange qui remplace France Télécom. Service de communication personnelle, le mobile, donc Orange tout court, et service de communication d'entreprise, le B2B, via Equant puis Orange Business Service. Et tout ça va avec leur délire de services convergents. L'idée, tout chez nous, fixe plus mobile plus TV plus service, unique avait été une des premières tentatives visibles. Et derrière, il y a eu Orange Open qui devient la formule quadruple play, bien plus claire pour le grand public. En 2013, Orange pousse aussi son cloud côté entreprise. Orange Cloud for Business fait construire un centre de données à Val-de-Reuil, opérationnel depuis le 10 octobre 2013. Et le détail technique intéressant, ils mettent en avant le free cooling, utiliser la température extérieure quand elle est inférieure à celle de l'intérieur du bâtiment, pour réduire la consommation d'énergie. Donc refroidissement intelligent qui évite de climatiser comme un malade toute l'année. En 2013, Nordnet commence à proposer du très haut débit via fibre, en s'appuyant sur les RIP, réseau d'initiative publique des collectivités. Ce qui est cohérent avec Nordnet depuis longtemps, c'est pas l'offre grand public Orange classique, c'est plutôt le truc qui couvre les cas particuliers et les zones où la connectivité dépend de solutions un peu à part, satellite, RIP, etc. Et maintenant, parlons un peu d'Orange Studio. Même s'ils ont eu quelques réussites, genre The Artist ou la nouvelle guerre des boutons, en 2013, Stéphane Richard gèle les investissements. La logique est simple, ils ont pris des pertes. Donc on coupe dans les projets de diversification qui coûtent et on recentre. En 2013, ils vendent encore des trucs. Novembre 2013, Orange vend ses activités en République Dominicaine à Altice pour 1,435 milliards de dollars. Et ils cèdent aussi leur participation dans Optimus, Portugal, en 2013. 2013, c'est aussi l'année où on tente de tirer encore un dernier truc du réseau cuivre, le VDSL2. À l'automne 2013, le VDSL2 est ouvert au niveau national en France. Et derrière, les opérateurs, dont Orange évidemment, commencent à équiper massivement les NRA et Deslam compatibles. Le principe est simple, tu gardes le cuivre, mais tu changes le mode XDSL pour gratter plus de débit. Sauf que ça marche surtout si t'es très proche du NRA. Donc en ville ou en zone dense, c'est un bon bonus.
mais dès que t'es un peu loin, ça retombe vite. Bref, 2013 c'est vraiment le moment où le cuivre reçoit son dernier coup de polish avant de se faire dépasser définitivement par le FTTH. Après des rebrandings fixes en 2012-2013, Orange part sur une gamme bien identifiée, Zen, Play, Jet, qui va tenir grosso modo jusqu'en 2018. Pour finir l'année, petite anecdote rigolote, et là c'est un petit moment typiquement France, hein, même après le changement de nom au 1er juillet 2013, il n'y a pas eu de texte officiel au journal officiel qui renomme le statut des fonctionnaires concernés. Résultat, sur le papier, t'as encore des gens qui restent officiellement des fonctionnaires de France Télécom, alors que l'entreprise s'appelle Orange. C'est vraiment le genre de détail qui prouve que tu peux changer un logo en une journée, mais changer une ligne dans l'administration, c'est compliqué. Après, d'ici 2040, tous les fonctionnaires de France Télécom existants encore seront à la retraite. Donc on peut dire que le problème va se régler de lui-même. Ça, c'est bien une solution de l'administration française. 2014, première année en tant qu'Orange. C'est pas une grosse année par rapport aux 5 dernières. Déjà, petit zoom sur la Pologne. Orange Pologne, ex-Telekomunikacja Polska, comme on l'a dit tout à l'heure, continue de perdre des effectifs à vitesse grand V. On parle d'environ 50 000 personnes à l'époque de l'acquisition, environ 33 000 vers 2006 et autour de 16 000 en 2014. Et niveau chiffre, en 2014, 12,212 milliards de zloty de chiffre d'affaires et 2,753 milliards de zloty de résultats nets. Si on prend le taux moyen euro-zloty en 2014, on est à environ 1 euro égale à peu près 4,18 zloty. Donc ça donne à la louche un chiffre d'affaires de environ 2,92 milliards d'euros et un résultat net d'environ 0,66 milliards d'euros. Côté cloud d'entreprise, Orange continue de bétonner Orange Business. Et en juillet 2014, il créait Orange Cloud for Business. L'idée, c'est de regrouper sur une même filiale tout ce qui est infra cloud, hébergement, stockage, et de rassembler des briques qui étaient déjà dans Orange Business Service, cloud public, privé, hybride, plus des activités de virtualisation poste de travail, notamment via Neocles. Côté actionnariat, en septembre 2014, BPI France, qui est une banque d'investissement appartenant à l'État par plusieurs institutions différentes, vend 1,9% du capital d'Orange. Il retombe à 11,6%. Et l'ensemble État plus BPI France reste autour de 25% du groupe. Et là, gros morceau, Europe du Sud, en septembre 2014, Orange annonce l'achat de Jastel en Espagne, pour environ 3,4 milliards d'euros. Ça, c'est vraiment Orange qui renforce sa position sur un marché où il veut être un acteur majeur. Pendant ce temps, au Royaume-Uni, le 15 décembre 2014, BT annonce entrer en discussion pour racheter EE pour 12,5 milliards de livres sterling. Donc le truc que Orange a aidé à construire, via Everything Everywhere, commence déjà à basculer vers une autre logique. Et sinon, Orange tente aussi des applications de services côté France. En 2014, il teste l'appli de paiement qui s'appelle Cash, c'est pas très original comme nom, pendant un an, dans Caen, Rennes, Lille, Nice et Strasbourg. Techniquement, c'est du paiement NFC par téléphone, un peu comme Apple Pay, mais en différent quand même, avec une SIM NFC. Et évidemment, c'est réservé aux abonnés Orange. Et pour finir, 2014 c'est aussi une année de ménage dans certaines implantations. Orange Dominicana est cédé à Altice, la finalisation était en 2014, et Orange Uganda est vendu à Africell en mai 2014. En 2015, le 6 janvier, l'enquête sur la vague de est clôturée. En gros, ça ferme la phase enquête, et ça peut ouvrir la voie à un truc beaucoup plus lourd derrière. La reconnaissance, ou pas, d'un morale institutionnelle par la justice. Le 13 janvier 2015, Orange, via Orange Cloud for Business, annonce vouloir reprendre Claude Watt, dont Orange est déjà actionnaire important. Et ça se concrétise ensuite le 20 mars 2015. Orange annonce prendre 100% de Claude Watt, avec un rachat des parts restantes. Et est-ce que le cloud souverain c'est un échec? Oui, globalement. Claude Watt finira absorbé dans le groupe, et la plateforme sera arrêtée plus tard, désactivation début 2020. Ce qui enterre assez clairement le grand rêve de l'époque. Le 5 février 2015, Orange et Deutsche Telekom annoncent un accord avec BT pour céder leur part dans toujours Everything Everywhere au cas où. La valeur annoncée tourne autour de 12,5 milliards de livres sterling. Dans l'opération, Orange et Deutsche Telekom récupèrent aussi des parts dans BT. La structure du deal c'est Deutsche Telekom beaucoup plus et Orange un peu moins. En clair, Orange se désengage du gros morceau Royaume-Uni mobile. Et BT récupère pour faire le combo fixe plus mobile. J'avais parlé des tests de 2014 et en octobre 2015, Orange présente officiellement Orange Cash au public. En 2015, Orange continue de bouger à l'international. Le 7 août 2015, Orange Arménie est vendu à Ucom. Au moment de la vente, Orange dit être autour de 500 employés et 630 000 clients sur place. Orange y était depuis 2009. Le 9 novembre 2015, Telkom Kenya est cédé au fonds Helios Investment Partners. En août 2015, Orange finalise son OPA sur Jastel en Espagne. En 2015, Orange annonce la création d'Orange Digital Ventures, un fonds au départ doté de 20 millions d'euros la première année pour investir dans des startups du numérique. En décembre 2015, l'autorité de la concurrence colle à Orange une amende de 350 millions d'euros. Le reproche principal, c'est la discrimination
domination envers les autres opérateurs via l'accès et l'utilisation d'informations liées à la boucle locale cuivre, un héritage direct de l'ex-monopole. En clair, Orange a des infos et une position centrale sur le réseau cuivre, et l'autorité estime qu'ils s'en sont servis de manière injuste pour avantager leur offre par rapport aux concurrents. C'est tout pour cette deuxième partie, elle a déjà été suffisamment longue. Si tout s'est bien passé, là c'est la vidéo la plus longue de ma chaîne, donc c'est pas rien quand même. Après ça, il restera plus qu'une seule partie, comme je l'ai déjà dit. Pour le coup, je vous mens pas, dans la dernière partie, je vous ai dit qu'il en resterait deux. Là, normalement, il ne reste plus qu'une, qui devrait être moins longue que celle-là d'ailleurs. Bon, j'espère que ça vous aura plu, merci d'avoir regardé surtout, et merci aux membres, vos noms s'affichent tout de suite à l'écran.